bienvenue sur ma chaîne, c'est Kevin sur la chaîne de Kevin Tage. Alors, du coup, je suis fonctionnaire et investisseur immobilier. Alors, cette chaîne, du moins, a pour but de promouvoir l'investissement immobilier, afin de pouvoir jouir d'une certaine liberté financière. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un sujet qui, j'hésitais un peu à en discuter, mais je me suis dit, ça peut être une bonne entrée en matière, mais aussi, ça permet aussi aux gens, à plusieurs personnes, d'éviter les erreurs que moi-même j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une expérience qui m'a marqué. Comment j'ai perdu 60 000 euros à un procès contre un artisan. D'accord? Ce récit est rempli de leçons et d'enseignements qui, j'espère, vous permettra du moins de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Comme dirait un homme, il n'existe pas de nouvelles gaffes, mais de nouveaux gaffeurs. Donc j'espère que tu ne seras pas un nouveau gaffeur. Alors, du coup, je te propose de prendre un petit thé, de mettre pause sur cette vidéo, de prendre un petit thé, un petit café, etc. De t'asseoir comme moi à ton canapé s'il le faut, et puis de prendre des notes si besoin, mais surtout de mémoriser les informations qui seront dites dans cette vidéo. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment j'ai perdu 60 000 euros à un procès? Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai investi dans l'immobilier et il y a quelques années de cela, j'ai acheté en fait un immeuble, d'accord? J'ai acheté un bien immobilier et j'ai fait appel à des artisans, d'accord? Mais avant de faire appel à des artisans, j'ai quand même pu, comment dirais-je, faire appel à plusieurs artisans et notamment un qui m'a un peu marqué et qui en fait j'ai voulu en fait qu'il puisse retaper le bien que j'allais acheter, tout simplement, d'accord? Donc cela dit en passant, bon, voilà, c'est des artisans d'origine étrangère, mais pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que des fois, on se dit qu'on fait appel à une main-d'œuvre étrangère, c'était des Ukrainiens pour ne pas, voilà, tout simplement. Et puis, généralement, en fait, si vous voulez, il y a, je dirais, il y a des gens, c'est vrai, par exemple, souvent dit les Roumains, les Ukrainiens proposent des prix plus intéressants, c'est vrai. Donc, du coup, j'étais attiré par le prix qu'ils m'avaient en fait proposé. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je ferai affaire avec eux tout simplement. Donc, du coup, j'ai fait appel à eux pour pouvoir faire les travaux dans mon bien immobilier. OK? Alors, il faut savoir aussi que je m'étais aussi renseigné par rapport à leur réputation. Premièrement, c'était des artisans qui m'avaient été conseillés par une collègue investisseuse. Donc, du coup, elle m'a dit, ah ouais, ils avaient bien fait chez moi, etc., etc. Donc, du coup, j'ai même vu chez elle comment ça s'était fait. Donc, je ne l'ai pas fait comme ça. OK? Et donc, du coup, j'ai décidé de m'associer à ces gens-là pour pouvoir retaper mon bien immobilier. Donc, c'est un peu ça le contexte. D'accord? Donc, comment ça se déroule? Donc, premièrement, je signe le devis, donc je valide le devis. Il est vrai qu'en signant le devis, la banque qui me suivait à l'époque, m'avait mis en garde contre ces artisans. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la décennale. Donc, la première erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas suivi le conseil de ma conseillère de l'époque qui m'avait conseillé vivement de ne pas faire affaire avec eux. Donc, j'ai décidé de faire la forte tête et puis j'ai décidé effectivement de faire cavaler seul et donc du coup d'aller malgré tout dans la direction que j'avais moi-même choisie. Soit dit en passant, quand une banque vous signale déjà un élément qui porte déjà, qui attire l'attention, il faut déjà, je dirais, prêter réellement attention. Pourquoi? Parce que les banques, elles ont tout un tas de fichiers qu'elles peuvent contrôler, qu'elles peuvent vérifier, à savoir notamment les artisans, s'ils sont bons ou pas. Donc du coup, quand une banque déjà vous signale un peu la chose, je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas se dire, ah ouais, j'ai choisi mon artisan, etc., etc. Vous voyez, dans mon cas, j'ai décidé de faire cavaler seul et puis cela m'a porté quand même préjudice. Donc, tout ça pour vous dire que la banque, c'est normal en fait qu'elle soit là comme un partenaire et non comme quelqu'un à qui s'opposer. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Donc, du coup, le devis est signé. Par la suite, les travaux commencent. Donc, on va commencer par des travaux de démolition. Donc, j'avoue que ça commence bien, je dirais. Généralement, les travaux commencent toujours bien. Ok, donc du coup, le premier acompte est versé. Et par la suite, moi, au fur et à mesure, je constate que je délaisse le chantier. Effectivement, il y a le gérant de cette société-là, il fait office aussi de maître d'œuvre. Et lui, il me donne les informations
pour que je puisse savoir à peu près qu'est-ce qui se passe sur le chantier, etc. etc. Donc du coup, il m'arrive même de voyager, hein, donc du coup de ne pas être sur cette région, dans cette région, et je fais confiance. Première autre erreur que je fais, c'est que je fais facilement confiance à cette personne-là en me disant qu'elle suit les travaux, elle m'envoie des fois des photos, des vidéos, et cela me suffit. Il s'avère qu'un jour, donc du coup, le premier élément qui va attirer mon attention, il s'avère en fait qu'un jour, je prends la décision d'aller sur mon chantier à l'improviste. Et là, pour le coup, je constate que les travaux sont mal réalisés, voire très, très mal réalisés. C'est-à-dire que les mecs, ils t'ont mis de la peinture et tout, mais derrière la peinture, derrière le placo, en fait, par exemple, l'isolation n'est pas faite, etc., etc. Et donc, du coup, je me rappelle encore de ça, je vais un vendredi, je ne pars pas avec des sous-vêtements, ni des vêtements, etc. Bon, bref, je pars en croyant que j'allais rentrer chez moi le soir, et je me rends compte que finalement, je ne vais pas rentrer chez moi. Donc, je passe le vendredi, au final, du vendredi au lundi. Donc, je reste un week-end complet à rester avec les artisans. Et là, je me rends compte que si je ne suis pas là, ils font que de la merde, tout simplement. De la merde. C'est-à-dire qu'on était en plus là, à l'étape des finitions, donc l'escalier devait être verni, etc., etc. En fait, les gars, ils buvaient sur mon chantier de l'alcool. Et puis, en gros, c'était. En plus, pourquoi aussi je vous ai souligné que c'était des Ukrainiens? Parce qu'on rentrait dans la guerre, du moins leur pays rentrait dans la guerre. Donc, ils ont de leur famille là-bas qui était là-bas. Donc, les gars n'étaient pas en mode serein, quoi. Ils étaient parfois sur leur téléphone portable. Ils étaient dans une attitude un peu négative. Donc, si vous voulez, ça se reflétait sur mes travaux, tout simplement. Donc, du coup, je reste là pendant un week-end et je me suis dit, punaise, donc si j'étais pas là pendant un week-end, alors imaginez pendant des mois ce qui s'est passé. Donc, par la suite, ce qui devait arriver du moins, arriva. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, les travaux, ça se termine, bonheur mal an, ça se termine très mal d'ailleurs parce que on n'a pas pu faire de réception de chantier, tout simplement. Il s'avère que moi, voyant que les travaux en fait sont mal réalisés, eh bien, moi je commence à m'agacer, voire à m'énerver assez fortement. Je tape du poing sur la table à tel point que je sens que je vais dévier en fait. Donc, si vous voulez, j'ai un peu mal vécu cela parce que c'était des sommes quand même un peu importantes qui étaient en jeu. Ayant fait confiance à des artisans, bien qu'il m'ait rendu quand même un bien, mais avec pas mal de malfaçons. Isolation mal faite, voire pas faite. Isolation phonique aussi pas bien. Peinture, voilà, peinture mate au lieu de la peinture satinée. Je me rends compte qu'il y a pas mal de malfaçons. Donc, il s'avère que, du coup, moi, voyant cela, pour ne pas aller un peu plus loin avec cet artisan-là, ok, dans des joutes verbales, on dirait ça comme ça, eh ben, je décide de tout simplement euh, de, de faire appel à la justice. Donc là, je fais venir un expert à l'amiable, donc mon assurance fait venir un expert à l'amiable, donc qui constate des malfaçons. Par la suite, je fais aussi venir un huissier de justice. Et puis, je fais aussi appel à une avocate. Pour moi, je dirais que c'est l'une des meilleures avocates dans le domaine immobilier, en tout cas sur Paris, et je la prends comme avocate. Donc, on est confiant, on part avec un dossier assez solide, avec des malfaçons qui sont constatées par un huissier de justice, donc c'est un officier public, hein, donc il n'est pas là pour pouvoir forcément défendre mes intérêts, mais aussi dresser un portrait assez objectif de la situation. Donc moi, je suis confiant, mon avocat est confiante du moins, et on se dit qu'on ne va pas faire d'expertise judiciaire. Donc l'expertise judiciaire consiste à demander au tribunal de saisir un expert afin que le tribunal puisse choisir un expert pour pouvoir en fait expertiser le bien, etc. Mais une erreur que je fais aussi, c'est que je ne saisis pas, avec mon avocate, c'est vrai que je ne lui en veux pas d'ailleurs, hein, on ne saisit pas l'expert en se disant que les malfaçons sont tellement visibles que en fait, on peut avoir que gain de cause. Eh bien, il s'avère que le temps, on saisit le tribunal et puis par la suite, eh ben, on a plusieurs renvois de conclusions, etc. Je vous passe des détails par rapport au processus, mais l'affaire est jugée au final. Donc, moi, je regarde les conclusions qui sont dressées par la partie adverse. Pour moi, c'est très léger. Il n'y a même pas de preuve si ce n'est ah ouais, Kevin s'est énervé, Kevin a fait ci, etc. Bon, bref, mais il n'y a aucun élément valable qui explique pourquoi le mec m'a fait de la merde. D'accord? Donc, par la suite, il est vrai que le processus judiciaire est assez long. Et puis, en fait, il s'avère que
que par la suite, eh bien, la décision, le délibéré est renvoyé à plusieurs raisons, à plusieurs fois du moins. Et à un moment, le délibéré m'est envoyé et là, je constate que, en fait, toutes les dommages et intérêts que j'avais demandés n'ont pas été, entre guillemets, validés par voire les juges. Alors j'avoue que ce fut vraiment une déconvenue. C'est pour moi la première fois que je perdais un procès. J'aimais à dire, j'utilisais imparfait. Dès que je vais, moi, dans une décision de justice, dans ce genre de choses, je ne perds jamais. D'accord? Eh bien là, oui. En gros, j'ai perdu. Quand je dis j'ai perdu, j'ai pas perdu, vous comprenez, 60 000 euros que je dois payer à l'adversaire. C'est pas ça. C'est que j'avais demandé 60 000 euros de dommages et intérêts par rapport aux malfaçons qui avaient été chiffrées par plusieurs devis. Eh ben, typiquement, eh ben, le tribunal m'a pas donné raison. D'accord? Ils estimaient que les preuves étaient assez légères et que j'aurais dû faire appel à un expert judiciaire. Donc, vous voyez, cette leçon, du moins cette défaite, on dira apparente, va me pousser à réfléchir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux aussi t'éviter les erreurs que j'ai commises et je te donnerai plusieurs, tout à l'heure, vers la fin de cette vidéo, je te donnerai plusieurs, comment moi j'analyse la situation de manière objective. Ok? Donc du coup, je perds ce procès. Avec mon avocate, on est assez déçus, hein, tout simplement. On a décidé de ne pas faire appel, tout simplement. Pourquoi? Parce que même si j'ai perdu, pour le coup, je n'ai pas à payer des frais d'avocat. Vous savez, quand vous perdez, hein, vous devez payer des frais d'avocat. Donc, les juges ont quand même estimé, encore heureux, que je ne paye pas en fait les frais d'avocat de la partie adverse, ni de l'assurance aussi, qui c'était aussi l'assurance comment dirais-je, de l'artisan. Donc, tant mieux. Donc, j'ai dû payer simplement mes frais d'avocat et ne pas avoir les dommages et intérêts que j'aurais dû avoir par rapport à ce que j'avais demandé. Alors, je vais aller assez directement dans cette vidéo. Alors, pour moi, quelles sont les leçons que j'ai apprises? Première leçon, c'est, même si je m'étais, en fait, bon marché coûte cher. J'avais eu plusieurs devis d'autres artisans, mais cet artisan, en fait, me prenait environ 20 à 30 000 euros, voire plus, sur un devis. Eh bien, je l'ai quand même su à mon détriment que des fois, il vaut mieux payer un peu plus cher en artisan, mais avoir la tête, comment dirais-je, en paix, avoir l'esprit tranquille. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quand vous choisissez un artisan, efforcez-vous d'aller sur plusieurs chantiers. J'étais allé simplement sur un chantier. C'est vrai que moi, j'avais vu le chantier, mais derrière, en fait, le chantier, il faut aussi parler aux gens qui ont fait appel à cet artisan-là et solliciter plusieurs de ses clients pour se faire un avis. Pourquoi? Parce que bien qu'il m'avait montré un chantier, mais je n'avais pas pu parler avec la personne qui avait quoique oui, j'avais parlé, elle était assez satisfaite, mais derrière, en fait, si on gratte un peu, derrière, en fait, l'isolation n'est pas faite, etc., etc. Donc, ne pas hésiter à vérifier plusieurs chantiers de cette personne-là, d'accord? D'aller sur plusieurs chantiers et aussi de voir qu'est-ce que ses clients disent sur lui. Troisième chose aussi que j'ai appris, c'est que quand un artisan n'a pas sa décennale, c'est déjà mauvais signe. Si vous ne le connaissez pas, bien entendu, il y a des artisans qui n'ont pas leur décennale, mais qui font du bon travail, mais il faut encore les trouver ceux-là. Eh bien, moi, j'étais tombé sur un mec qui, effectivement, n'avait pas sa décennale, et cela, au final, m'a coûté un peu cher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu faire jouir sa décennale. Donc là aussi, je dirais qu'il faille aussi avoir un artisan qui a une décennale. Okay? Donc ça aussi, c'est une des leçons que j'ai apprises. Et aussi, autre leçon, c'est aussi, quand même l'artisan a sa décennale, d'aller sur son terrain, d'aller sur le chantier. Pourquoi? Moi, j'ai fait confiance en croyant que le mec gère, il m'envoie quelques photos. Non, efforce-toi d'aller sur le chantier toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, afin que tu puisses suivre les étapes de ton chantier, mais aussi de tes travaux. Parce que si le mec a déjà fait l'isolation, ok, eh bien, par la suite, il va continuer. Et si toi, tu n'es pas intervenu dans cette phase-là transitoire, eh bien, après, c'est compliqué de pouvoir tout défaire. Alors moi, j'ai pu faire cela, mais ça m'a coûté de l'argent. Par exemple, dans les combles, l'isolation avait été mal faite. J'ai dû faire le garrot, tout refaire, pour tout défaire, pour tout refaire. Donc, tu imagines que c'est de l'argent qui sort de ma poche. Donc, je te conseille vivement de contrôler ton chantier. Alors, je pourrais énumérer pas mal de soucis, problèmes que j'ai eus par rapport à cela, mais comme disait Nelson Mandela, dans la vie, en fait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. En l'occurrence, j'ai beaucoup appris, mais la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là, c'est que
malgré le fait que j'ai essuyé des déboires avec cet artisan-là, eh bien, grâce à ce bien, cela m'a propulsé. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans de suite, il me semble, ou 2 ans de façon consécutive, je suis récompensé comme l'un des meilleurs hébergeurs, voire des hébergements dans la ville. Qui fait que moi, maintenant, j'ai un nom dans cette ville-là. Malgré tout, il s'avère que je veux peut-être vous raconter des histoires que j'ai pu connaître, à tel point que j'étais approché pour un de mes appartements par la famille d'un footballeur professionnel qui voulait louer mon appartement. Alors, là encore, il faut aussi faire attention à qui est en face de vous, même si ce sont des gens qui ont une situation, mais il faut toujours aussi vérifier. Le contrôle, du moins la confiance n'est supplée le contrôle. Peut-être que je vais faire une vidéo en vous parlant de cette histoire-là, mais tout ça pour vous dire que malgré ce déboire-là, j'ai pu quand même sortir la tête de l'eau et faire du cash avec ce bien-là. Et en fait, je dirais grâce à Dieu, je m'en sors pas mal avec ce bien-là, à tel point que je fais partie des meilleurs hébergements dans la ville. Donc, j'ai quand même voulu te sensibiliser par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que j'ai appris, pour pouvoir te faire comprendre que dans la vie, en fait, des fois, on essuie des défaites, mais dans les défaites, il faut savoir apprendre. D'accord? Moi, j'ai appris et j'ose espérer que je ne commettrai pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre autrefois. Donc, j'espère que cela tu as beaucoup appris, tout simplement. Ok? N'hésite pas à partager cette vidéo-là à ceux qui sont peut-être dans un chantier, ceux qui vont peut-être se lancer dans l'immobilier. N'hésite pas à partager la vidéo, à liker aussi. Prochainement, on verra comment rentabiliser en fait son bien. Ok? Donc du coup, je vais te montrer comment moi, peut-être je vais te parler un peu comment moi j'ai pu être parmi les meilleurs hébergeurs de la ville. Donc peut-être te donner un peu un retour d'expérience. Donc reste branché, reste accroché, abonne-toi et puis je te dis à très vite. Ciao, ciao.